Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la professeure Rachel Lévy, chef de service de biologie de la reproduction sécos de l'hôpital Tenon à Paris, pour discuter de l'épigénétique et de la transmission transgénérationnelle avec Océane pour le micro des gynécos. Bonjour professeur Lévy, merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne aujourd'hui. On profite de votre présence sur la chaîne pour discuter épigénétique. Alors, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, déjà nous définir l'épigénétique? Oui, bonjour. L'épigénétique peut être définie comme l'étude des changements héréditaires dans la fonction des gènes, mais sans altération de la séquence ADN. Ce concept d'épigénétique, il date déjà de très longtemps, puisque c'est Conrad Waddington qui en a découvert le principe. Les bases de l'épigénétique reposent sur trois mécanismes que l'on connaît de mieux en mieux. Le mécanisme le plus ancien, historiquement étudié, c'est la méthylation de l'ADN. On a beaucoup d'études là-dessus. Maintenant, on s'intéresse désormais aux modifications des histones, soit leur méthylation, soit leur acétylation, et puis surtout, la voie de l'avenir, ce sont les petits ARN non codants. Et ce qui est intéressant avec l'épigénétique, c'est que ces marques épigénétiques qui régulent donc l'expression des gènes, ça veut dire que elles vont permettre ou inhiber l'expression d'un gène, eh bien, elles sont en interaction permanente avec l'environnement, donc elles sont modifiables par l'environnement. Elles sont modifiables par l'environnement et elles peuvent être transmises à la descendance, c'est ça? Tout à fait. D'un point de vue pratique, pour la grossesse, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des applications? Alors, ce que l'on sait, c'est le concept des 1000 jours qui est désormais bien connu. Donc, ce concept des 1000 jours, 1000, c'est les 9 mois de vie in utero plus les 2 premières années de vie. Et on sait que ce sont des périodes critiques. Pourquoi? Ce sont des périodes critiques parce que durant ces 1000 jours, l'environnement sous toutes ses formes va pouvoir modifier les marques épigénétiques qui vont ensuite s'exprimer, vous l'avez compris, et modifier l'expression des gènes. Alors, quand on dit l'environnement sur tout ce qu'on peut imaginer, ça peut être la nutrition, ça peut être l'activité physique, bien sûr, ça peut être des toxiques, des perturbateurs endocriniens. Ce que l'on sait moins, mais qui est extrêmement important, c'est la notion d'émotion. Le stress, l'anxiété, un deuil, un décès, le chômage, ce type d'émotions très fortes peuvent modifier les marques épigénétiques et peuvent avoir un impact au cours de la grossesse qui va se manifester à la naissance ou même plus tard, au cours de l'enfance, voire même à un âge très avancé. Mais ce qui est peut-être aujourd'hui le plus important, c'est la notion de la période périconceptionnelle qui entoure la conception et de la période préconceptionnelle qui la précède. Et on peut compléter la période des 1000 jours par la période des 100 jours. 100 jours, c'est à peu près 3 mois. C'est le temps qu'il faut pour fabriquer les spermatozoïdes, les ovocytes qui vont participer lors de la fécondation. Et on sait aujourd'hui que un spermatozoïde, un ovocyte, il va pouvoir porter des marques épigénétiques qui sont liées intrinsèquement à l'environnement au moment de leur préparation et que ces marques épigénétiques vont pouvoir avoir un impact plus tard, après la naissance, voire même très tardivement dans la vie. Donc voilà des exemples de facteurs qui peuvent modifier les marques épigénétiques et qui peuvent avoir des impacts beaucoup plus tard dans la vie. C'est vraiment intéressant. Et par exemple, vous avez parlé pour le deuil ou les stress émotionnels forts. Du coup, on ne connaît pas encore les conséquences sur du long terme. Par contre, on a déjà réussi à prouver l'impact épigénétique, c'est ça? Il y a déjà des modifications qui ont été des modifications épigénétiques liées qui ont été rapportées. Donc, comment ça marche ce type d'études? Comment on fait pour avoir ce genre de données?
Alors, bien sûr, il y a des données qui sont importantes dans les modèles animaux. Chez l'homme, on a la chance d'avoir une cohorte exceptionnelle qui est la cohorte RAIN, The RAIN Study. Ils ont ils ont eu la possibilité d'étudier des paires entre les mamans, à peu près 300 mamans, et leurs fils âgés de plus de 20 ans. Et en fait, ils se sont rendus compte que lorsqu'il y avait un deuil, un décès, le chômage ou un divorce dans les premières semaines de grossesse, le début de la grossesse, plus exactement jusqu'à la 18e semaine d'aménorrhée, eh bien, il y avait un impact important sur les fonctions de reproduction de ces fils. Ils ont fait un spermogramme, ils ont vu qu'il y avait une diminution de 30% du nombre total de spermatozoïdes et de leur mobilité. Ils ont fait des dosages hormonaux et ils ont vu qu'ils avaient perdu 10% de testostérone émis. Et donc, c'est à peu près le seul exemple chez l'humain de lien entre un stress in utero précoce et pas tardif. Après la 18 semaines d'aménorrhée, il n'y avait pas d'impact et une altération des fonctions de reproduction. Mais on a mieux, et c'est tout récent, c'est en 2024, c'est la première étude qui montre la possibilité de modifier les marques épigénétiques et donc d'intervenir directement et d'avoir des modifications, on l'espère, des corrections des marques épigénétiques. C'est dans un contexte qui est particulièrement douloureux, c'est-à-dire que ce sont des enfants maltraités, des bébés maltraités qui ont entre 6 et 21 mois. Et c'est la protection de l'enfance a mené une étude en favorisant le rapprochement entre les mamans et leurs bébés. Les mères se sont mises à prendre leur bébé dans les bras, à leur parler. Donc, il y a eu une réelle mise en place de soins et de liens d'attachement entre la maman et son bébé. Et ça s'est manifesté par des modifications des marques épigénétiques. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a pu visualiser des changements dans les marques épigénétiques de ces bébés avant et après. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est que les voies qui ont été modifiées, eh bien, c'est les voies du métabolisme et les voies du neurodéveloppement et de l'immunité. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit clairement que l'émotion, le côté du soin et de l'affection peuvent modifier des gènes dont l'expression va être, on l'espère, corrigée, et ceci en lien avec une amélioration du soin. C'est vraiment intéressant. Pour la nutrition, il y a déjà des données aussi. Alors, c'est ça que vous disiez? Oui, alors pour la nutrition, c'est beaucoup plus ancien puisque les premières publications qui datent déjà de plusieurs dizaines d'années chez la femme, mais sont un peu plus récentes, début 2000 chez l'homme, montrent en effet que des régimes très riches en graisse, par exemple, c'est le modèle le plus répandu, va avoir des modifications épigénétiques sur différents gènes soumis à empreinte, ou pas d'ailleurs. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, quels sont ce que c'est les gènes soumis à empreinte? Oui. Alors, il y a à peu près une centaine de gènes soumis à empreinte qui sont des gènes particulièrement importants et sont des gènes du développement, de la croissance, de la prolifération. Et donc ces gènes, ils vont avoir une expression différente, prioritaire, prédominante, soit de l'allèle masculin, soit de l'allèle féminin. Donc ils sont soumis à une empreinte maternelle ou paternelle. Donc ce sont des gènes particuliers parce que ils vont pas être méthylés ou déméthylés de la même façon, et ils sont donc particulièrement importants, vous l'avez compris, par leur fonction dans le concept de santé. Et donc, par rapport à la question que vous posiez, ce qui a été particulièrement étudié sont les régimes très riches en graisse, dans différents modèles animaux. Donc, par exemple, un régime très riche en graisse qui va être introduit durant cette période critique qui est la période préconceptionnelle va modifier l'expression des gènes, et ceci très tôt, dès le début du développement embryonnaire.
dès le stade de J6, c'est-à-dire le stade de blastocyste. Et c'est intéressant parce que on va avoir un régime très riche en graisse et pourtant les modifications de l'expression des gènes vont se faire non seulement pour les transporteurs des lipides, mais aussi pour les transporteurs du glucose et des acides aminés. Donc c'est toute la nutrition, toutes les composants qui vont être modifiés en agissant sur un régime très riche en graisse très tôt, je vous l'ai dit, J6 du développement au stade de blastocyste. Mais si on va suivre ces grossesses et qu'on regarde ce qui se passe à la naissance, on a un autre élément qui est très important, c'est le dimorphisme sexuel. Ça veut dire que cet impact d'un régime très riche en graisse avant la conception va se manifester de façon différente selon que le fœtus est un mâle ou une femelle. Et dans ce cas particulier, eh bien, le fœtus mâle présentera une dyslipidémie, alors que le fœtus femelle en sera préservé. Donc, il y a également un effet sur le fonctionnement du placenta différent selon le sexe et sur la santé des petits. Et ça, c'est quand on a une exposition en période préconceptionnelle. Mais on peut débuter, donc ça, c'est la notion de période critique. On a vu la notion de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire un effet, un impact qui va être différent selon le sexe. Et ça, c'est vraiment assez caractéristique de l'épigénétique. Et le deuxième élément, c'est la notion de période critique. Selon la période où l'exposition aura lieu, il y a une autre période, à part la période des 1000 jours et la période des 100 jours, c'est la période qui entoure la puberté. Et lorsqu'on débute un régime maternel hyper gras avant la puberté, et on peut imaginer très bien dans les fast-foods comment ce type d'alimentation peut se faire chez l'humain, eh bien, on va avoir un impact sur la puberté, sur le déclenchement de la puberté, sur la croissance fœtale qui sera réduite, sur le poids de naissance des petits qui sera réduit, et sur les fonctions de reproduction, avec une diminution du capital folliculaire chez les petites filles et une diminution du poids des organes reproducteurs chez les mâles, testicules, épididyme, et une diminution également du taux de testostérone. Donc ça, ce sont dans des modèles animaux, les modèles de lapins, que l'on sait particulièrement pertinents pour ce type d'études. C'est passionnant et en même temps inquiétant. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter sur les généralités de l'épigénétique? Alors en fait, c'est que il est difficile de parler d'épigénétique sans aborder deux autres concepts rapidement. C'est le concept de DOAD et de POAD. DOAD, c'est l'origine développementale de la santé et des maladies de l'adulte. Et en fait, vous voyez que les marques épigénétiques sont l'outil qui permet à ce concept de se mettre en œuvre. Donc, le concept de la DOAD, origine développementale, c'est-à-dire très précoce de la santé, mais aussi des maladies de l'adulte, eh bien, ça permet de faire le lien entre une exposition très précoce. Alors, ça peut être, vous l'avez dit, pendant la grossesse, mais ça peut être avant la grossesse, en période préconceptionnelle, dès le stade gamétique ou le stade embryonnaire ou le stade fœtal, et la survenue de pathologies qui vont arriver après la naissance, comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer, certaines formes d'autisme ou de schizophrénie, et également la fertilité. Donc ça, c'est lorsque cela passe par la mère, origine développementale, mais ça peut aussi passer par une exposition paternelle, et on a aujourd'hui le concept de POAD qui vient compléter celui de DOAD avec paternal origin of health and disease. Et ça veut dire qu'une exposition très précoce du père en période préconceptionnelle à différents types d'environnements inappropriés va pouvoir avoir un impact plus tardivement sur la survenue de pathologies chez l'enfant. D'accord. On sait déjà quel type d'exposition, probablement les mêmes que chez la maman. C'est ça, la nutrition, les toxiques. Oui, tout à fait. Alors, il y en a pour lesquels on a des éléments très forts, et ce sont les deux dont on a parlé, c'est-à-dire tout ce qui est nutrition, métabolisme, obésité, et puis tout ce qui est stress, émotion. Mais toutes les environnements, y compris les perturbateurs endocriniens, y compris l'activité physique, y compris tout le sommeil également. Le sommeil peut induire des modifications épigénétiques. Donc, c'est
pour moi le concept d'une prise en charge qui aujourd'hui doit être la plus personnalisée possible et la plus holistique et globale possible. Donc c'est bien sûr compliqué, mais la prise en charge globale de l'homme, de la femme, du couple permettra, j'espère, d'améliorer non seulement la fertilité, c'est bien sûr l'objectif, mais également la santé future des enfants. Merci, professeur Lévy, pour cet épisode et puis pour ce message à retenir. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.